L'âge d'or d'Hollywood aimait se vendre comme une échappatoire scintillante, mais derrière les portes des studios, la paranoïa dirigeait le spectacle. Oubliez les scandales et les liaisons secrètes. Les véritables tueurs de carrière étaient les politiciens en costume prêts à détruire la vie d'une star avec un murmure ou une assignation. Voici une question pour vous. Si vous étiez une étoile montante, jusqu'où iriez-vous pour garder votre nom hors d'une liste noire? Accrochez-vous. Certaines des plus grandes icônes de l'industrie n'ont jamais vu venir le coup politique. Dalton Trumbo. Il y a audacieux, et puis il y a Dalton Trumbo, l'un des scénaristes les mieux payés et les plus recherchés d'Hollywood, jusqu'à ce que le gouvernement frappe à sa porte. Imaginez écrire des blockbusters une année et récurer des toilettes sous un faux nom l'année suivante. Ce n'est pas une métaphore, c'est la biographie de Trumbo. En 1947, le Congrès l'a convoqué pour témoigner devant la Commission des activités anti-américaines de la Chambre, exigeant qu'il dénonce les communistes présumés à Hollywood. Trumbo a refusé. Il ne s'est pas humilié. Il n'a pas bronché. Il est juste resté là, calme comme un martini, et leur a dit que cela ne les regardait pas. Cet acte unique de défi a brûlé sa carrière du jour au lendemain. Mis sur liste noire, stigmatisé et officiellement intouchable, Trumbo est passé de la royauté hollywoodienne à persona non grata. Les studios ont effacé son nom des crédits, les amis ont disparu, et soudain, un homme qui avait autrefois façonné l'industrie faisait passer des scripts par des portes dérobées et des pseudonymes juste pour payer le loyer. Vous avez déjà entendu parler de Vacances romaines ou de L'homme courageux, tous deux récompensés par un Oscar, tous deux écrits par Trumbo, mais il ne pouvait tout simplement pas signer son nom. Mais voici le retournement de situation. Trumbo n'a pas seulement survécu, il a déjoué le système. Il écrivait en secret, en utilisant des prête-noms, et voyait ses scénarios remporter des Oscars malgré tout. Des années plus tard, lorsque l'ère de la liste noire s'est effondrée sous son propre poids d'hypocrisie, Trumbo a récupéré son crédit et sa réhabilitation. Les studios se sont excusés, l'Académie a rétabli son nom, et Hollywood a fait comme s'il ne l'avait jamais poignardé dans le dos. L'histoire de Trumbo ne concerne pas seulement la politique. C'est une leçon brutale sur le refus de se soumettre, même quand toute la ville attend vos excuses. Edward G. Robinson. Edward G. Robinson était le gangster au franc-parler du grand écran, un type dont la voix pouvait faire avouer la vérité à n'importe qui, sauf apparemment aux politiciens de Washington. Robinson avait tout, des succès au box-office, des éloges de la critique et ce rictus caractéristique qui faisait que le public adorait le détester. Mais lorsque la peur rouge a déferlé sur Hollywood, peu importait que vous jouiez des criminels ou que vous les attrapiez, être suspect suffisait. Robinson n'était pas un communiste encarté. Ce qu'il était, cependant, c'était un fervent défenseur des causes libérales et une cible facile pour les rumeurs. Alors que l'hystérie anticommuniste envahissait les gros titres, son nom apparaissait sur des listes grises. Pas de drame judiciaire, pas de grandes accusations, juste un froid glacial et insidieux de la part des studios. Les offres se sont taries. Les producteurs, qui autrefois suppliaient pour avoir son emploi du temps, ont soudainement oublié son numéro. Et Robinson, un homme habitué à diriger le spectacle, s'est retrouvé à devoir expliquer encore et encore qu'il n'avait jamais été membre d'un parti, juste un patriote avec des opinions. Voici le coup de poing. Robinson a coopéré. Il est allé devant la UAC. Il a nommé les organisations auxquelles il avait fait des dons, s'est plié en 4 pour prouver sa loyauté et s'est quand même retrouvé banni des premiers rôles. L'homme qui terrifiait les méchants du cinéma a été défait par la peur et les politiques de coulisses. Finalement, il a réussi à revenir, sans l'aide des puissants d'Hollywood, mais le mal était fait. Ses jours de premier rôle étaient révolus. En fin de compte, le plus grand crime de Robinson n'était pas la trahison, c'était de croire que le talent pouvait suffire à vous protéger d'une chasse aux sorcières politiques. Lena Horne. Lena Horne n'était pas juste une star, elle était une révolution en robe. Quand MGM l'a signée dans les années 1940, elle était l'une des premières actrices noires à percer dans les grandes ligues d'Hollywood, éblouissant le public avec cette voix de velours et une présence que l'on ne pouvait pas atténuer, même en essayant. Mais Lena n'était pas intéressée à jouer le jeu d'Hollywood selon les anciennes règles. Elle s'est exprimée haut et fort contre l'injustice raciale, a refusé des rôles dégradants et s'est alignée avec le mouvement des droits civiques. À une époque où les studios voulaient balayer les problèmes sociaux sous le tapis rouge, Lena les a mis au premier plan. Mais dans l'Amérique d'après-guerre, l'activisme avait un prix. Surtout si vous aviez l'audace d'être noir, femme,
et sans peur. Lorsque la peur rouge a frappé, la franchise de Lena a été déformée en activité anti-américaine. Le FBI a constitué un dossier sur elle de la taille d'un scénario de studio, suivant ses associations, ses discours et chaque gros titre qu'elle a fait. Elle n'était pas communiste, mais cela importait peu. Il suffisait d'être vu à un mauvais rassemblement ou de signer la mauvaise pétition pour être signalé. Et Hollywood, ils se sont effondrés comme un château de cartes. Les studios l'ont discrètement écarté des rôles principaux. Les producteurs de télévision ont cessé de l'appeler. Ses contrats ont disparu. Et du jour au lendemain, Lena est passée de vedette à fardeau. Pendant des années, elle a dû se démener pour trouver des engagements en dehors du courant dominant. Des boîtes de nuit, des salles de concert, partout où on l'a laissé chanter sans lui demander de s'excuser d'être elle-même. Elle a survécu, bien sûr, elle s'est réinventée. Mais Hollywood a perdu son courage et l'une de ses icônes les plus brillantes dans le processus. L'histoire de Lena Horne est un modèle pour chaque star qui a essayé de changer les règles et en a payé le prix. Elle ne s'est pas simplement retrouvée prise entre deux feux. Elle a tenu bon et a rendu plus difficile pour Hollywood de cacher ses préjugés à l'avenir. John Garfield. S'il y a jamais eu un enfant modèle pour talentueux mais condamné, c'était bien John Garfield. Il n'est pas né avec une cuillère en argent. Il a grandi dans les rues de New York, a appris à se battre pour chaque opportunité et dans les années 1940, il était devenu le nouvel anti-héros d'Hollywood. Dur, sensible et aussi authentique que la ville qu'il a vu grandir. Mais malgré toute sa ténacité à l'écran, Garfield n'avait aucune chance contre la machine de la paranoïa de la guerre froide. Voici comment cela s'est passé. Garfield, comme beaucoup de sa génération, penchait à gauche. Il croyait en la justice sociale, soutenait les syndicats et n'hésitait pas à le dire. Mais alors que les projecteurs de Washington se tournaient vers Hollywood, même un soupçon d'inclination progressiste pouvait se transformer en condamnation politique. Soudainement, Garfield a été assigné à comparaître par le HUAC, interrogé sur ses associations et sommé de donner des noms. Il a refusé. Pas d'excuses, pas de trahison. Juste un simple « Vous connaissez le prix ?» Son nom a été inscrit sur la liste noire. Les studios lui ont tourné le dos du jour au lendemain. Les amis se sont éloignés. Autrefois chouchou de Warner Brothers, Garfield se retrouvait à courir après des rôles sur scène et des projets indépendants juste pour garder les lumières allumées. Le stress était incessant, une tempête parfaite de batailles juridiques, de mauvaise presse et la menace constante de la ruine. À 39 ans, le cœur de Garfield a lâché. Certains disent que la pression politique n'a pas seulement mis fin à sa carrière, elle a mis fin à sa vie. En fin de compte, le plus grand rôle de John Garfield n'était pas à l'écran. C'était de tenir tête à un système qui exigeait l'obéissance plutôt que l'intégrité. Hollywood a perdu une légende, et le monde a perdu un acteur qui aurait pu changer la donne, si seulement le jeu n'avait pas été truqué dès le départ. Zéro Mostel. Zéro Mostel ne se contentait pas de voler des scènes, il les faisait exploser. Sauvage, irrévérencieux, plus grand que nature, Mostel était le genre d'artiste qui pouvait vous faire oublier vos soucis un instant, puis vous asséner une réplique qui laissait une cicatrice. Mais derrière les rires se cachait une cible. Alors que la peur rouge balayait Hollywood, la comédie de Mostel, ses penchants de gauche et son refus de jouer la sécurité l'ont mis directement dans la ligne de mire. À la fin des années 1940, Mostel était en pleine ascension, décrochant des rôles juteux au cinéma et devenant une sensation sur scène. Mais lorsque la HUAC a commencé sa chasse aux activités anti-américaines, il a refusé de plier. Il n'a pas dénoncé, n'a pas fait semblant. Il a transformé les audiences en art de la performance, se moquant des enquêteurs, répondant aux questions par des énigmes et traitant tout le spectacle comme une mauvaise blague. Le comité n'était pas amusé. Hollywood, malheureusement, l'était encore moins. En quelques mois, la carrière cinématographique de Mostel a été anéantie. Les studios l'ont mis sur liste noire, les clubs ont cessé de l'engager et son nom est devenu radioactif. Il a enchaîné les petits boulots et les petits concerts pour payer les factures sans jamais être sûr de retravailler un jour. Le coup psychologique était brutal. Mostel a subi un accident de voiture, des épisodes de dépression et des années dans le désert professionnel. Mais on ne pouvait pas garder Zero à terre longtemps. Il a fait un retour miraculeux à Broadway avec A Funny Thing Happened on the Way to the Forum et Fiddler on the Roof, transformant ses cicatrices de la liste noire en insignes d'honneur. Mostel n'a pas seulement survécu à ses ennemis, il les a ridiculisés jusqu'à les rendre insignifiants. Sa carrière est la preuve vivante que parfois, la meilleure revanche est
Survivre assez longtemps pour rire des gens qui ont essayé de vous détruire. Gail Sondergaard. Gail Sondergaard savait ce que cela signifiait de passer des sommets d'Hollywood au bord froid de l'oubli. Tout cela parce qu'elle a refusé de trahir ses principes. Imaginez ceci. Elle a remporté le tout premier Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, éblouissant le public avec ses performances sophistiquées et déterminées. Pendant une décennie, Sondergaard était la femme dans l'ombre, jamais vraiment la vedette, mais toujours la force que l'on ne pouvait ignorer. Mais lorsque l'inquisition politique a frappé Hollywood, sa loyauté envers son mari, le scénariste Herbert Biberman, l'un des célèbres dicks d'Hollywood, l'a mise dans le collimateur. C'est là que ça devient moche. Sondergaard aurait pu couper les ponts, jouer les innocentes et maintenir sa carrière à flot. Au lieu de cela, elle a refusé de dénoncer Biberman ou ses convictions politiques. Hollywood ne récompense pas ce genre de dévouement, surtout quand la pression monte. Pratiquement du jour au lendemain, son téléphone a cessé de sonner. Les offres ont disparu. La femme qui avait autrefois travaillé aux côtés de Bette Davis et Basil Rathbone ne pouvait soudainement plus obtenir de rappel pour un film de série B. Les studios l'ont discrètement effacé des listes de casting, et les amis ont disparu plus vite qu'une histoire à sensation un lundi matin. Sans rôle, la carrière de Sondergaard s'est effondrée. Elle a quitté Hollywood, survivant grâce à des rôles sur scène et des apparitions télévisées obscures, tout ce qui lui permettait de rester connectée à son art. Pendant des années, son seul crime a été de soutenir l'homme qu'elle aimait et de refuser de jouer le jeu sale des studios. Il faudrait des décennies pour que Hollywood admette son erreur, et à ce moment-là, la célébrité de Sondergaard n'était plus que l'ombre de sa gloire passée. Son histoire est le classique drame moral d'Hollywood, où la loyauté devient un handicap et où le silence n'est jamais aussi dangereux que de dire la vérité. Herbert Biberman. Si vous voulez voir à quelle vitesse un réalisateur peut passer d'artiste célébré à paria de l'industrie, ne cherchez pas plus loin que Herbert Biberman. Il n'était pas seulement un cinéaste, il était un combattant, l'un des 10 d'Hollywood qui ont refusé de témoigner devant la UAC et l'ont payé par une peine de prison et une carrière en ruine. À l'époque, Biberman était connu pour son activisme de gauche et sa capacité à porter à l'écran des histoires brutes et authentiques. Lorsque les convocations sont arrivées, il n'a pas bronché. Il a tenu bon, a déclaré ses droits et a refusé de trahir ses amis ou ses principes. Hollywood a réagi avec une brutalité chirurgicale. Biberman a été licencié de tous les emplois en studio du jour au lendemain. Son nom a été éclaboussé dans les gros titres comme sympathisant communiste, le rendant intouchable, non seulement à Los Angeles, mais dans toute l'industrie du divertissement. L'industrie qui autrefois courtisait sa vision le traitait maintenant comme une contagion. L'ironie? Le plus grand crime de Biberman était de croire en la justice sociale et la liberté d'expression, les mêmes choses dont Hollywood aimait prêcher lors des cérémonies de remise de prix. Mis sur liste noire, ruiné et surveillé par le FBI, Biberman refusa de disparaître discrètement. Il s'associa avec d'autres parias pour réaliser Salt of the Earth, un film audacieux sur le thème des syndicats, tourné avec un budget dérisoire et une distribution principalement non professionnelle. Les studios ont refusé de le distribuer. Les cinémas l'ont boycotté. Même le gouvernement a essayé de le faire taire. Mais le film a survécu, devenant un classique culte et un doigt d'honneur défiant à la lâcheté d'Hollywood. L'histoire de Biberman est une leçon de rébellion artistique. Parfois, les films qui comptent le plus sont ceux que personne ne veut que vous voyiez. Howard Da Silva. Howard Da Silva était le genre d'acteur qui apportait du poids à chaque rôle, à Broadway, à Hollywood, et malheureusement, du mauvais côté d'une chasse aux sorcières politiques. Avec un visage bourriné et une voix rocailleuse, il pouvait jouer des méchants, des héros, ou tout ce qui se trouve entre les deux. Mais à la fin des années 1940, alors que sa carrière était en plein essor, Da Silva s'est retrouvé pris dans le feu croisé de la liste noire. Son crime? Avoir assisté à quelques réunions, soutenu des causes progressistes, et pire que tout, avoir refusé de ramper lorsque le Congrès l'a convoqué. Lorsque la UAC a convoqué Da Silva, il ne leur a pas donné ce qu'il voulait. Il a invoqué le 5e amendement, parfaitement légal, mais fatal pour une carrière dans le showbiz. Les studios n'avaient pas besoin de preuves. Le soupçon suffisait. Du jour au lendemain, les offres de films et de radio pour Da Silva se sont taries. Il a même été remplacé dans le film terminé, Knock on Any Door.
Porte, malgré le fait qu'il avait déjà tourné ses scènes. Peu importait qu'il n'ait jamais été un chef de parti ou un agitateur. Être sur la mauvaise liste signifiait simplement que vous étiez exclu. L'exil de Da Silva a duré près d'une décennie. Il a survécu en retournant sur scène, en enseignant et en acceptant de petits rôles sous des pseudonymes. Mais le véritable coup résidait dans les années volées à une carrière prometteuse, les rôles qui n'ont jamais eu lieu, et le sentiment que, peu importe votre talent, la politique pouvait toujours réécrire le scénario. Da Silva a finalement réussi à revenir dans le métier, notamment en incarnant Benjamin Franklin dans la comédie musicale. Mais il n'a jamais oublié à quelle vitesse Hollywood pouvait claquer la porte. Son histoire est un avertissement. Dans le showbiz, le talent peut ouvrir des portes, mais la politique peut les refermer tout aussi vite. Larry Parks. Larry Parks vivait le rêve hollywoodien jusqu'à ce qu'une audition au Congrès ne le transforme en cauchemar vivant. Dans les années 1940, il était le chouchou de Columbia Pictures, éblouissant le public en tant qu'Al Jolson dans The Jolson Story, ce qui lui a valu une nomination aux Oscars et le genre de célébrité que la plupart des acteurs n'imaginent que. Mais en coulisses, les murs se refermaient. Lorsque le comité des activités anti-américaines de la Chambre a convoqué Parks pour témoigner en 1951, il a fait face à un dilemme déterminant pour sa carrière: dénoncer des noms ou tout risquer. La pression était immense. Parks a essayé de résister, suppliant le comité de ne pas le forcer à trahir ses amis et collègues. Il a fondu en larmes à la barre, implorant pour sa dignité, un moment extraordinaire d'humanité brute à la télévision nationale. Mais à la fin, la machine a obtenu ce qu'elle voulait. Il a avoué son ancienne appartenance au Parti communiste et, sous la contrainte, a fourni des noms. Cela n'a pas suffi à le sauver. Hollywood, toujours l'ami des beaux jours, l'a rapidement mis sur liste noire. Columbia Pictures, qui avait autrefois traité Parks comme une poule aux œufs d'or, a brusquement mis fin à son contrat. Les rôles ont disparu du jour au lendemain. Même le public s'est détourné, incertain de voir un traître ou une victime dans ses yeux. Parks a passé des années à se démener dans des dîners-spectacles et des productions à petit budget, sa célébrité cinématographique réduite à un souvenir douloureux. L'ironie cruelle, l'industrie qui l'a forcé à se trahir, ne l'a jamais laissé revenir dans le club. L'histoire de Larry Parks est une étude de cas du paradoxe le plus impitoyable d'Hollywood. Peu importe combien de règles vous suivez, la maison gagne toujours. Paul Robeson. Paul Robeson était le genre de star qui n'éclairait pas seulement l'écran, il mettait le feu à tout le système. Avec une voix capable de faire trembler les murs et une présence qui imposait le respect, Robeson était chanteur, acteur, athlète et activiste. Il était aussi, pour le FBI, l'ennemi public numéro 1. Les opinions politiques de Robeson étaient audacieuses et sans compromis. Il s'exprimait contre le racisme, le colonialisme et l'oppression de classe, non seulement en Amérique, mais partout dans le monde. Il refusait de rester à sa place et pendant un temps, son talent le rendait intouchable. Mais alors que la paranoïa de la guerre froide s'emparait de l'Amérique, la franchise de Robeson devint une cible. Les agences gouvernementales le surveillaient constamment. Les salles de concert lui ont fermé leurs portes. Hollywood et Broadway l'ont mis sur liste noire. Ensuite, le département d'État des États-Unis a frappé fort. Ils ont révoqué son passeport, l'exilant ainsi effectivement dans son propre pays. Imaginez être une superstar mondiale, puis soudainement ne plus être autorisé à quitter le pays pour un concert. L'effet a été dévastateur. Robeson ne pouvait pas travailler, ne pouvait pas voyager et était harcelé par des campagnes de diffamation. Le stress a eu un impact sur sa santé et sa réputation. Pourtant, il ne s'est jamais excusé d'avoir exigé la justice. Finalement, il a récupéré son passeport et une partie de sa liberté, mais Hollywood ne l'a jamais vraiment accueilli à nouveau. L'héritage de Robeson n'est pas seulement celui d'un artiste. Ils ont essayé de le faire taire, mais il est devenu un symbole de ce qui se passe lorsque le pouvoir est menacé par le principe. Dans une ville qui adore les applaudissements, Robeson a montré le courage de se lever même lorsque le public est devenu hostile. Ring Lardner Jr. Vous voulez une histoire où l'arrogance d'Hollywood rencontre la scie circulaire de la politique américaine. Voici Ring Lardner Jr., le scénariste capable de déjouer les producteurs, mais jamais de contourner la liste noire. Lardner est né dans une famille littéraire royale, avec un père célèbre et un talent pour transformer le commentaire social.
en script aigu et plein d'esprit. Dans les années 1940, il avait déjà remporté un Oscar pour Woman of the Year et était en voie rapide vers le sommet du système des studios. Mais le talent ne suffisait pas lorsque le climat politique a changé. En 1947, Lardner est devenu l'un des Hollywood Ten, le groupe de scénaristes et réalisateurs qui ont refusé de témoigner devant le HUAC. Il n'a pas mâché ses mots ni essayé de s'en sortir. Il a invoqué le 5e amendement, a soutenu ses collègues et est allé en prison pour outrage au Congrès. Du jour au lendemain, le nom de Lardner est devenu radioactif. Les studios l'ont effacé des projets, les contrats ont disparu, et ses anciens amis se sont éclipsés dans l'ombre. Pendant des années, il a survécu en écrivant sous des pseudonymes, regardant d'autres remporter des prix pour des scénarios qu'il avait en réalité écrits. Lardner a finalement réussi à revenir, remportant un 2e Oscar pour Maasash en 1970, mais les cicatrices de l'exil ne se sont jamais complètement refermées. Il est resté un critique virulent de la lâcheté morale de l'industrie, rappelant à tous que le glamour d'Hollywood pouvait devenir toxique au moindre coup de suppléant. L'héritage de Lardner prouve que la plume peut être plus puissante que l'épée, mais elle ne fait pas le poids face à une liste noire gouvernementale avec une rancune à régler. Jean Muir. Jean Muir était une étoile montante de MGM, un nouveau visage avec des talents de Broadway et un avenir prometteur, mais en 1950, sa carrière a été écrasée par un pamphlet. Oui, un pamphlet. Red Channels était la liste noire anticommuniste tristement célèbre qui nommait des noms et laissait Hollywood terrifié. Muir n'avait pas été une militante politique. Ses crimes consistaient à signer quelques pétitions et à assister à des réunions en soutien aux droits civiques et à la liberté d'expression. C'est tout ce qu'il a fallu. Les dégâts furent instantanés et sauvages. Muir devait jouer dans la sitcom en direct de NBC, The Aldrich Family. Elle s'est présentée aux répétitions une semaine, et la suivante, son nom avait été retiré du casting. NBC a cédé à la pression des sponsors nerveux et des téléspectateurs convaincus qu'elle était communiste. Pas d'audience, pas de procès, même pas un coup de téléphone. Elle a simplement disparu d'Hollywood du jour au lendemain, marquée d'une lettre écarlate politique. Muir ne s'en est jamais vraiment remise. Hollywood, toujours à la recherche d'une excuse pour écarter les femmes lorsqu'elles ne sont plus des ingénues, a trouvé dans la liste noire une raison parfaite. Elle s'est tournée vers le théâtre régional et l'enseignement du théâtre, mais ses jours de star de l'écran étaient définitivement révolus. L'histoire de Jean Muir n'est pas seulement un conte de mise en garde, c'est un aperçu de la rapidité avec laquelle l'industrie pouvait se retourner contre vous, et comment même la plus petite odeur de controverse pouvait effacer des années de dur labeur. Dans une ville obsédée par l'image, Muir est devenue un fantôme simplement pour avoir cru qu'elle avait le droit de penser par elle-même. Burgess Meredith. Bien avant de devenir l'entraîneur bourru préféré de tout le monde dans Rocky, Burgess Meredith était un acteur de théâtre et de cinéma acclamé, l'un des talents les plus brillants de sa génération. Mais à la fin des années 1940, alors que la peur rouge s'installait, les opinions de gauche franche de Meredith en faisaient un homme marqué. Il n'était pas un communiste secret. Il était simplement vocal sur les droits des travailleurs, les libertés civiles et la liberté d'expression. À Hollywood, à l'époque de McCarthy, c'était plus que suffisant pour vous mettre dans le collimateur. Le nom de Meredith est apparu dans les listes noires, et les dégâts ont été immédiats. Les portes des studios se sont fermées. Il a été retiré de grands projets, remplacé dans les distributions et a dû se battre pour des rôles sur scène, tandis que sa carrière cinématographique s'éteignait. Ce n'était pas seulement un coup professionnel, c'était personnel. Les amis de Meredith se sont éloignés, craignant que l'association puisse ruiner leur propre carrière. Les finances de l'acteur ont plongé et il a été contraint à un quasi-exil de l'écran pendant près d'une décennie. Mais Meredith ne s'est pas simplement éclipsé. Il s'est investi davantage dans le théâtre, reconstruisant sa réputation, une performance à la fois. Des décennies plus tard, il est revenu en force en tant que Mickey dans Rocky, un rôle qui a rappelé au monde pourquoi ils étaient tombés amoureux de lui au départ. Son histoire prouve que Hollywood peut essayer d'enterrer le talent, mais le vrai courage est difficile à étouffer. La liste noire a essayé d'effacer Burgess Meredith, mais il l'a surmonté et, à la fin, a volé la vedette, Lionel Stander. Lionel Stander avait un visage fait pour les rôles de caractère et une bouche faite pour les ennuis, du moins selon la HUAC. Avec sa voix graveleuse et son attitude intrépide, Stander volait la vedette dans tout, des comédies loufoques aux classiques du film noir. Mais dans les années 1940, son activisme et sa volonté
Dénoncer l'injustice l'a mis directement dans la ligne de mire de la purge politique d'Hollywood. Contrairement à certains, Stander n'a pas joué les timides. Lorsqu'il fut convoqué pour témoigner devant le Congrès, il renversa la situation, livrant des réponses mordantes et sarcastiques qui ridiculisaient la logique du comité. « Mon seul acte subversif, lança-t-il célèbrement, était de jouer dans de mauvais films. Mais cela ne suffit pas à le sauver. Les studios, terrifiés par une mauvaise presse, lui fermèrent leurs portes. Stander a été mis sur liste noire par les principaux syndicats, se retrouvant à chercher des petits rôles dans des films à petit budget et à accepter des contrats en Europe juste pour continuer à travailler. Des années d'exil et de difficultés financières ont suivi, mais Stander ne s'est jamais excusé, n'a jamais fait marche arrière. Il a continué à se battre pour les droits syndicaux, les libertés civiles et la liberté d'expression. Finalement, il a été accueilli de nouveau à Hollywood, notamment en tant que Max dans la série télévisée Heart to Heart. L'histoire de Stander est une pure ironie hollywoodienne. Le gars qui a refusé de jouer le jeu du système a fini par être adoré par une nouvelle génération, prouvant que certaines carrières sont tout simplement trop difficiles à tuer. Will Geer. Will Geer est surtout connu par la plupart comme le sage et gentil Grandpa Walton, mais dans la vie réelle, il avait une volonté de faire. Les racines de Geer étaient profondément ancrées dans la musique folk, l'activisme et la politique radicale. Il a défilé avec des travailleurs en grève, chanté des chansons de protestation avec Woody Guthrie et s'est levé pour les droits civiques avant que cela ne soit à la mode ou sûr. Mais dans la fièvre paranoïaque du Hollywood d'après-guerre, ses références ressemblaient à une confession. Geer a été convoqué devant la HUAC en 1951 et contrairement à beaucoup d'autres, il n'a pas esquivé les questions ni dénoncé des noms. Il a ouvertement admis ses convictions de gauche et a refusé de trahir ses amis. La réponse d'Hollywood? Le bannir. La carrière cinématographique et télévisuelle de Geer était au point mort. Les studios et producteurs lui ont fermé leurs portes et l'industrie a fait comme s'il n'existait pas. Pendant une décennie, il a survécu, en tournant avec des troupes de théâtre itinérantes, en enseignant et en fondant le célèbre Theatricum Botanicum à Topanga Canyon, qui est devenu un refuge pour d'autres artistes sur liste noire. Il n'a fait un retour triomphal à Hollywood que dans les années 1970, lorsqu'il a été choisi pour jouer le rôle de Grandpa Walton et a trouvé un tout nouveau public. Son histoire prouve que l'intégrité survit même à la plus sévère des listes noires. Will Geer n'était pas seulement une victime des complots politiques. Il était un survivant qui a construit quelque chose de durable à partir des décombres d'Hollywood, enseignant à des générations que le principe vaut n'importe quel prix. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin était plus qu'un comédien. Il était une icône mondiale, un génie créatif et pendant un temps, l'homme le plus célèbre du monde. Mais Chaplin a aussi osé penser par lui-même, s'exprimer contre le fascisme et défier la politique américaine depuis la gauche. Dans un climat de suspicion croissante et de xénophobie, cela faisait de lui une cible irrésistible. Le FBI et J. Edgar Hoover ont conservé des dossiers épais sur Chaplin, répertoriant chaque discours, don et blague osée. Accusé d'activités anti-américaines, ciblé pour sa vie personnelle et critiqué pour avoir refusé de devenir citoyen américain, Chaplin fut finalement qualifié de « radical dangereux ». En 1952, alors qu'il voyageait à l'étranger pour la première de Limelight, il reçut le coup de grâce ultime d'Hollywood. Le gouvernement américain révoqua son visa de retour. Le pays qu'il avait contribué à façonner par l'art et le rire lui a claqué la porte au nez. Chaplin a passé le reste de sa vie en exil en Suisse. Ses films étaient toujours admirés, mais l'industrie américaine à qui il devait tant ne s'est jamais pleinement excusée. L'histoire de Chaplin est un exemple stupéfiant de la rapidité avec laquelle la fabrique de rêves pouvait se transformer en peloton d'exécution politique. Il n'a pas été renversé par un échec ou un scandale, mais par un gouvernement effrayé par un artiste qui faisait réfléchir les gens. Orson Welles. Orson Welles était l'enfant prodige qui a réécrit les règles du cinéma avec Citizen Kane, puis a passé le reste de sa vie à payer pour son génie et sa politique. Welles était franc, opiniâtre et allergique à suivre la ligne du parti. Il soutenait des causes progressistes, défendait les marginalisés et refusait de garder ses grandes idées dans une boîte bien rangée. Cela faisait de lui un homme marqué. Tout au long des années 1940 et 1950, le dossier du FBI de Welles est devenu plus épais que la plupart des scénarios. Il a été surveillé, enquêté et ciblé comme un possible subversif.
Les studios se méfiaient de sa réputation, non seulement pour être difficile, mais aussi pour ses opinions politiques. Des projets majeurs lui échappaient, le financement s'asséchait. Même lorsque Welles s'est enfui en Europe dans l'espoir de trouver une liberté créative, Hollywood ne l'a jamais complètement pardonné ou oublié. Malgré les revers, Welles n'a jamais perdu son esprit de défi. Il a continué à faire des films avec des budgets dérisoires, se battant pour chaque dollar et redéfinissant ce qu'un réalisateur pouvait faire avec rien d'autre que de la volonté et du courage. La chute d'Orson Welles à Hollywood n'était pas un accident. C'était une lente exécution politique, et même s'il luttait, il a inspiré des générations à continuer de se battre pour un art qui ne recule pas face au pouvoir. J. Edward Bromberg. J. Edward Bromberg était l'acteur de caractère classique, fiable, polyvalent et apprécié de ses collègues. Mais lorsque la fièvre de la liste noire a balayé Hollywood, même les talents discrets et travailleurs n'étaient pas à l'abri. Bromberg était un membre actif de The Actors Lab, un groupe de théâtre progressiste, et cela suffisait pour attirer l'attention du UAC. Lorsqu'il a été convoqué devant le comité, Bromberg a refusé de donner des noms ou de trahir ses amis. Ce principe actif l'a marqué pour la destruction de sa carrière. Soudain, cet acteur autrefois très occupé était devenu inemployable. Les contrats de studio se sont taris, les opportunités à la télévision ont disparu, même son travail au théâtre est devenu rare, alors que les producteurs s'efforçaient d'éviter la controverse. Le stress était immense et la santé de Bromberg a fortement décliné. Isolé et sous une pression politique incessante, il a subi une crise cardiaque fatale en 1950 alors qu'il travaillait à Londres, loin des scènes hollywoodiennes où il avait autrefois prospéré. L'histoire de Bromberg est une tragédie silencieuse, du genre que Hollywood n'a jamais porté à l'écran. Un homme décent brisé par un moment politique indécent, puni non pas pour un crime, mais pour avoir refusé de jouer le jeu. Ossie Davis. Ossie Davis était un talent immense, un écrivain, acteur, réalisateur et activiste qui utilisait chaque scène qu'il pouvait trouver pour lutter pour la justesse. Dans l'atmosphère chargée de tensions raciales de l'Amérique du milieu du XXe siècle, le seul activisme de Davis l'a mis sur les listes de surveillance du gouvernement. Ajoutez à cela ses amitiés avec des progressistes connus et des artistes sur liste noire, et Hollywood a commencé à le voir comme trop dangereux. La surveillance du FBI le suivait partout, et les studios, toujours méfiants face à la mauvaise presse, se distançaient rapidement de toute controverse. Davis n'a jamais caché qui il était. Il s'est exprimé pour les droits civiques, la déségrégation et les droits des travailleurs, refusant des rôles qui insultaient sa dignité et se tenant aux côtés de collègues sur liste noire. Bien qu'il n'ait jamais été officiellement mis sur la liste noire d'Hollywood, l'ombre l'a suivi pendant des décennies. Le travail s'est tari et de nombreux projets grand public lui ont été fermés. Mais Davis a persévéré, perçant à ses propres conditions dans le théâtre, le cinéma indépendant et finalement la télévision. Sa carrière prouve que le principe peut parfois tout vous coûter, mais la récompense est un héritage qu'aucune liste noire ne peut effacer. Sam Jaffe. Sam Jaffe avait le visage d'un vieux professeur sage et l'âme d'un rebelle. Connu pour ses rôles dans des classiques comme Le jour où la Terre s'arrêta et Ben-Hur, la carrière de Jaffe s'étendait sur les époques du cinéma muet et parlant. Mais lorsque l'emprise glaciale du macartisme s'est resserrée, Jaffe a été emporté dans la purge. Son long passé de soutien syndical et d'activisme de gauche est soudainement devenu une arme pour ses ennemis. Comme tant d'autres, Jaffe a été nommé dans les Red Channel et mis sur liste noire des grands studios de cinéma. Il a déménagé à New York et en Europe, trouvant du travail sur scène et à la télévision, mais le flux constant de rôles à Hollywood avait disparu. Pendant des années, la brillante carrière de Jaffe a été réduite à des petits boulots épars et des occasions manquées. Ce n'est qu'après l'affaiblissement du pouvoir de la liste noire qu'il est revenu au film grand public, obtenant une nomination aux Oscars pour The Asphalt Jungle. Le parcours de Jaffe est le résumé de la liste noire d'Hollywood. Une carrière déraillée, non par le talent ou le box-office, mais par la suspicion et la peur. Alors, la prochaine fois que vous serez emporté par l'éclat du vieux Hollywood, souvenez-vous que ce n'était pas seulement du strass et des paillettes. C'était aussi un champ de bataille, où les réputations vivaient ou mouraient sur un murmure, et où de mauvaises opinions politiques pouvaient tout anéantir. Certaines stars ont craqué, d'autres ont survécu, et quelques-unes sont revenues plus fortes, mais aucune n'en est sortie indemne.
Laquelle de ces histoires vous a le plus surpris? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'histoires inédites d'Hollywood et continuez à vous interroger sur ce qui se cache derrière le rideau. Ce ne sont pas seulement des films, c'est la vraie vie. Comment ils font? Ces types de choix, sur la façon dont... Raconte l'histoire. Parce que je suppose que le Parisien qu'il a tant de couches dans ce film. Et si j'avais tout oublié la machine à voyager dans le temps. Parce que je pense qu'il y a une telle cool quelque chose sur les... Un film de science-fiction, mais pourtant ils en ont fait un film réaliste, donc c'était vraiment cool. Mais oui, j'ai vraiment apprécié ce livre. Merci encore.